Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui en plein cœur du Paris, dans le musée Curie, et c'est un véritable bonheur de vous retrouver dans ce lieu chargé d'histoire pour la toute première vidéo de Breaking Rad. Alors, Breaking Rad, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une chronique dont le but est de vous éclairer sur les thématiques de la radioprotection, qu'elles soient réglementaires, organisationnelles, techniques ou autres. Ce sera aussi pour moi l'occasion de revenir avec vous sur certains sujets et vous apporter des éléments de compréhension sur des thématiques pour lesquelles je me suis rendu compte qu'elles ne sont pas encore tout à fait intégrées au sein des entreprises. Alors, du coup, on lance le jingle et on se retrouve tout de suite après. Jingle. Bonjour Marc. Bonjour Julien. Ça me fait plaisir de faire cette première vidéo avec toi. Ah bah moi aussi, parce que là, pour le coup, on va toucher un sujet ô combien important et sensible, la réglementation. Oh, tout de suite. Ah oui. Ah bah, on tape tout de suite dans le dur, hein. Oui, donc j'avais parlé de divertissant. Ah bah oui, mais c'est pas grave. C'est quoi le sujet qu'on aborde aujourd'hui, la réglementation? La réglementation, mais de manière ludique. Okay. On va essayer d'expliquer finalement, quand le texte réglementaire est publié, ce qui vous attend derrière. On va essayer de vous donner des exemples concrets dans l'analyse de ce texte réglementaire. Du coup, on a été gâtés fin de l'année dernière? Ah oui, fin de l'année dernière, c'est pas moins de 4 décrets qui sont sortis suite à la fusion entre l'ASN et l'IRSN. Ça ne vous a pas échappé. Bon, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, un petit avertissement quand même. Attention, cette vidéo traite d'un sujet hautement réglementaire. Elle est susceptible de heurter les âmes réglemento-sensibles et peut provoquer des effets secondaires imprévus, tels que des sueurs froides à l'apparition de mots comme décret d'application, une sensation de vertige à la lecture des dates d'entrée en vigueur, et dans les cas les plus extrêmes, une envie irrépressible de tout plaquer pour ouvrir une ferme bio. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, surtout ne paniquez pas et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. On est là pour vous aider à traverser ce moment délicat et vous verrez, tout va bien se passer. Et qui sait, peut-être même que vous y prendrez goût. Ou pas. Du coup, actualité riche en émotions, fin de l'année dernière. Ah, il s'en est fallu de peu quand même. Hein. Ah il y a même un texte d'ailleurs qui est sorti au mois de janvier. En réalité, là, on pourrait se poser la question sur sa légalité. Mais on va faire avec. Bon, on aborde aujourd'hui le sujet du décret 2024-1238. Oui, on va parler déjà des travailleurs parce que c'est le cœur de votre problème en général sur les installations. Donc on va commencer par ça. Ok, très bien. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Première chose, c'est qu'il y a plusieurs dates d'entrée en vigueur de ce texte. Oui, alors il y a plusieurs dates d'entrée en vigueur. Il y a de manière générale l'application dès le 1er janvier 2025, vous êtes contraint, mais vous allez voir qu'il y a des dispositions transitoires applicables au 1er janvier 2026, puis au 1er janvier 2027. Donc, vous allez devoir continuer à faire un petit peu de veille réglementaire, mais nous sommes là pour vous aider. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement. Non, j'en sais rien, mais bon. Alors, 1er janvier 2025, première chose, bon déjà des petits changements sémantiques. Les changements sémantiques, faciles, puisque vous avez vu effectivement qu'on a transformé l'ASN en ASNR. Donc, il y a ce premier changement sémantique-là. Donc, là où apparaissait l'ASN ou l'IRSN, vous allez devoir mettre à la place l'ASNR et également des changements, on va dire, techniques, puisque un certain nombre, notamment de fonctions qui étaient assurées par l'IRSN, ont dû être changées. Et en particulier la dosimétrie à lecture différée, puisque c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est chargé de faire la commercialisation des anciens détecteurs que l'IRSN vendait. Donc, premier point, changement, regroupement quelque part ASN et IRSN, qui devient la SNR. Un petit mot aussi sur le radon? Oui, le radon, donc premier texte dans l'article, c'est l'article 22 de mémoire, où on a précisé qu'il s'agissait du radon qui provient du sol. Alors ça peut être un détail plutôt que le radon dans l'air, mais c'est pour bien préciser qu'il s'agit de radon lié à ce qu'on appelle le radon géogénique, c'est-à-dire en fait issu de ce qu'on a sous nos pieds en réalité, ou éventuellement aussi des roches
qui contiennent de l'uranium et qui, par transformation successive, donnent du radium et du radon. Très bien. Voilà. Si je reprends du coup, IRSN, ASN, ASNR, radon, autrefois radon dans l'air, radon qui provient du sol. Ajout d'une nouvelle zone aussi. Alors, ajout de nouvelles zones et précision sur le zonage. En particulier, on a ajouté, ou en tout cas reprécisé, le zonage concernant les extrémités. On a précisé également le zonage concernant le radon, puisque en fait, initialement, dans les textes précédents, on était lié à une dose, on s'est recalé sur une activité volumique plus facile à mesurer et pour une simplification, on va dire, dans la démarche, de mettre en place un zonage radon à partir de 300 becquerels par mètre cube. Ça ne vous dispense pas éventuellement de faire quelques petites études sur la ventilation des locaux, sur l'équilibre du radon et de ses descendants, mais là il faut faire peut-être éventuellement appel à des spécialistes du domaine, et il y en a, tu en connais aussi. Donc typiquement on peut éventuellement préciser un certain nombre de choses. Dernier point sur le zonage également, on a ajouté pour les sources orphelines, alors c'est des sources qui arrivent dans des endroits qui ne sont pas prévus pour accueillir de la radioactivité, un zonage qu'on appelle une zone de sécurité radiologique et que l'on a mis en place pour une valeur de 0,5 microsievert par heure, puisque prenant 2000 heures de travail, on arrive au millisievert, la valeur maximum pour le public. Pour le public. C'est exactement ça. Effectivement. Donc quelque part sur le radon, en fait, ça fait le lien avec l'arrêté qui était sorti le 15 mai. Tout à fait. Ok. Où on part, effectivement, là maintenant on grave dans le marbre le fait que le zonage est effectué à partir du niveau de référence des 300 becquerels par mètre cube. Mais encore une fois, il faudra peut-être dans certaines situations aller un petit peu plus loin. Très bien. J'avais noté aussi une autre évolution qui concernait en fait les travailleurs qui ne font pas l'objet d'un classement. Oui, alors c'est surtout par rapport justement encore une fois au radon, ou éventuellement des gens qui sont travailleurs qui n'ont pas un classement particulier, donc qui ne bénéficient pas d'une surveillance dosimétrique individuelle et qui ne bénéficient pas d'une surveillance individuelle renforcée, donc de mettre un critère qui fait que si jamais ces gens-là dépassaient les 6 millisieverts, ce serait éventuellement un événement significatif à déclarer. Donc ça a été reprécisé au travers de cette approche et des conditions d'accès dans les différentes zones. D'accord, ok. Voilà. On parle aussi maintenant de la surveillance radiologique au niveau des travailleurs qui ne font pas l'objet d'un classement. Oui. Qui était quelque chose qu'on faisait déjà auparavant, mais tout à fait. Là ça y est, c'est-à-dire que c'est réglementé. Maintenant. Voilà, donc en fait on va avoir, alors ça ne va pas vous faire moins de travail, je dirais même que ça va vous en faire peut-être un petit peu plus, puisqu'un certain nombre de gens qui n'ont pas de classement doivent quand même faire l'objet d'un suivi dosimétrique. Alors ça peut être au travers d'un système de classeur informatique, et donc il va falloir enregistrer un certain nombre de valeurs par les moyens d'ailleurs qui vous sont libres. Vous n'avez pas d'obligation à utiliser tel ou tel, mais personnellement, j'aurais tendance à utiliser plutôt de la dosimétrie opérationnelle qu'à une limite de détection inférieure à tout ce que l'on connaît. Exactement, ouais. Voilà. Petite notion aussi d'information sur ces travailleurs-là qui sont concernés. Donc il faut maintenant, il y a bien une obligation de les informer sur les dispositifs qu'on met en œuvre. Ah ben de toute façon, l'information, on y reviendra, mais c'est effectivement un point important, puisque toute personne accédant de toute façon dans une zone réglementée doit bénéficier d'une information. C'est un peu plus loin dans les articles, mais c'est une obligation quand même. Voilà. Je voulais qu'on fasse encore un petit point, l'article 33, tu sais, qui a évolué aussi un petit peu avec ces notions de contraintes de dose, notamment les contraintes de dose efficaces, les contraintes de dose. À partir du moment où on intervient dans une zone jaune, il faut qu'on fasse des trucs un petit peu spécifiques. C'était existant, mais ce n'était pas lisible dans la réglementation ancienne. Aujourd'hui, ce qui est bien précisé, c'est que de toute façon, vous devez mettre en place une contrainte de dose. Pour des activités régulières, on estime que, et évidemment sans vraiment une dose importante, vous pouvez mettre en place une contrainte sur une année, ça ne pose pas réellement de problème. Mais dans des zones un peu particulières, à enjeu radiologique un peu important, normalement, et c'était déjà le cas,
vous devez faire un suivi pratiquement, je ne dirais pas au jour le jour, mais pas loin. C'est ce que font d'ailleurs dans certaines installations, notamment je pense à EDF, où on fait un prévisionnel de dose et on suit le réalisé. Donc c'est bien sur une opération et on suit cette opération au cours du temps. Donc ça peut être beaucoup plus restreint, une contrainte de dose, ça peut être applicable à un chantier particulier et qu'on suit ce chantier et on voit les évolutions entre la prévision et ce qui est réalisé. Donc ça, c'était déjà existant, mais les gens avaient du mal à comprendre cet élément-là. C'est reprécisé maintenant dans le texte réglementaire et c'est beaucoup plus facile à comprendre en réalité. Alors ils ont rajouté quelque chose quand même. Ils disent qu'à partir de la zone jaune, il faut que la contrainte de dose couvre la durée de l'intervention. C'est ça. Sous-entendu, qu'il n'y a pas en dessous de la zone jaune, donc sur les zones surveillées et les zones vertes, la contrainte de dose, c'est la contrainte de dose sur 12 mois, c'est bien ça? Alors, on peut faire de la radioprotection intelligente et pas de la radioprotection réglementaire. Si vous estimez que sur certains chantiers, ou qui sont un peu particuliers, ou à part, même s'ils ne sont pas à enjeu dosimétrique important, selon le temps dont vous disposez, là encore, vous allez être un peu contraint par cette affaire, vous pouvez mettre en place un suivi d'une opération. Ça vous donnera d'ailleurs un retour d'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir un suivi sur une opération ponctuelle en se disant on l'a fait une fois, on a constaté que ce n'était pas éventuellement un sujet important d'un point de vue enjeu radiologique. Voilà, on en tire quelque chose. Oui, en fait, on ne l'interdit pas. Non, c'est ça. Mais on ne l'impose pas non plus. Mais on ne l'impose pas. Ok, très bien. Merci. Voilà. Et du coup, alors, dosimétrie opérationnelle aussi, parce que dans cet article 33, ils ont rajouté une petite section, le 33.1, justement, ouais. Exactement, on parle de dosimétrie opérationnelle. Tout à fait. Alors, ça pose effectivement question, parce que même à la lecture, on est amené à réfléchir là-dessus. Pour la dose efficace, pas de problème, ça c'est assez facile à comprendre, donc avoir une dosimétrie opérationnelle. Par contre, le deuxièmement, on peut le lire d'une manière un petit peu particulière, puisque pour les zones dites zones d'extrémité, doit-on porter un dosimètre opérationnel? Alors, le système existe, mais on a constaté, il faut bien quand même le dire, que d'abord les produits, il n'y en a pas des milliers, c'est relativement cher et ce n'est pas toujours optimisé. Donc personnellement, si j'avais un choix à faire, je préférerais notablement que les gens s'équipent de dosimètres au niveau des doigts, quitte à ce que ce soit une lecture différée, peu importe, mais au moins on aurait des résultats. Quand vous voyez les bilans dosimétriques qui sont présentés régulièrement par la SNR maintenant, donc on constate que très peu de gens en fait dépassent ces valeurs de 500 millisieverts au niveau des mains. Je pense qu'il y en a réellement beaucoup plus. Voilà. Ok. Si on parle maintenant un petit peu de tout ce qui concerne alors les vérifications périodiques, notamment celles qui s'appliquent au zonage, parce que là aussi on a vu quelques modifications arriver en cette fin d'année dernière. Absolument. On a eu des modifications concernant les locaux et en particulier, il existait une vérification initiale concernant les zones radon. Ça a été enlevé. Donc ça, au moins, vous n'avez plus à faire cette vérification initiale, c'est clair, c'est totalement exclu maintenant du champ, ce qui n'empêche pas les vérifications périodiques, mais ça, c'est dans les articles suivants. Donc ça, c'est important à le dire sur les locaux. Il y a également un autre point sur les locaux, c'est que pour le radon, concernant les vérifications périodiques, il s'agit bien de radon toujours provenant du sol, mais si vous manipulez de l'uranium, bien évidemment, c'est un process industriel, donc on n'est pas du tout dans la même thématique. Uranium, radium, radon, etc. Donc là, c'est vraiment aussi une mesure autre. Et bah du coup, on va parler d'un sujet qui pour moi est le sujet, en fait, à titre personnel, pour le coup, qui m'a amené à quelque part à plus investiguer dans ce domaine-là, ouais, oui. Et puis en fait, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, fait, à tout remettre en place, puisqu'il s'agit de la mise à jour des FEIE, les fiches d'évaluation individuelle de l'exposition, ou fiches d'évaluation individuelle préalable aussi. Alors, pour les anciens comme moi, ça s'appelait les études de poste, éventuellement. Il y a des gens qui continuent à utiliser ce genre de vocable. Donc, moi aussi. Ben voilà, tu vois. Et donc, justement, il a été
complété, tous ces éléments-là ont été complétés par en fait une demande par rapport à la connaissance, notamment des systèmes de dosimétrie. Donc le conseiller en radioprotection doit être capable, selon cette étude, et donc ces évaluations, on va dire, individuelles dosimétriques, de mettre en place le meilleur système dosimétrique pour suivre les personnes. Donc ça peut être effectivement une dosimétrie à lecture différée, mais il y a dans beaucoup d'endroits où une dosimétrie opérationnelle, pour des gens qui sont par exemple non classés, peut être très utile, surtout quand on est amené à mesurer de faibles doses. Donc en fait, on ne parle pas forcément que la dosimétrie à lecture différée. Non, pas forcément. Pour les travailleurs non classés. Pas forcément. Pour les travailleurs non classés, pour qui, on le rappelle, une fiche d'évaluation individuelle à l'exposition est malgré tout requise. Malgré tout requise. Hein, c'est important, important de le rappeler. Tout à fait. Effectivement, on peut parler de toute la surveillance de l'exposition. D'ailleurs, ça peut peut-être valoir le coup de parler de ce que c'est en fait la surveillance de l'exposition. Parce que, en fait, dans la surveillance de l'exposition, quelque part, on va retrouver donc, la surveillance de l'exposition qui est tout en haut, qui est le terme quelque part englobant. Et après, on va avoir une surveillance dosimétrique individuelle, soit pour les travailleurs classés, soit pour les travailleurs qui sont exposés au radon. Oui. Hein? Et après, on va avoir la surveillance radiologique pour les travailleurs non classés. Et d'ailleurs, quand on prend toujours les mêmes bilans dosimétriques fournis par la SNR, on peut constater que sur les 360 000 personnes en 2023 qui étaient suivies, beaucoup d'entre elles n'arrivaient même pas à la limite de détection annuelle. De mémoire, c'est 75%. Et quand vous ajoutez les gens qui vont jusqu'au millisievert, qui est la limite d'exposition en dose efficace pour le public, on arrivait à pratiquement 93%. Donc on sait pertinemment que dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui ne nécessitent pas d'avoir un suivi dosimétrique à lecture différée. Mais si jamais vous êtes amené à prendre des décisions, à retirer ce genre de choses, ça nécessite de votre part une explication complète du pourquoi vous allez faire ça. Et évidemment, des systèmes complémentaires pour, là aussi, faire des mesures. Très bien. Petite question sur ces FEIE. On parle de dosimétrie externe, dosimétrie interne. J'avoue que moi, je tâtonne un petit peu. Depuis tout cet début 2023, 25, pardon. Je dirais que c'est les deux. C'est les deux. Alors, pour la dosimétrie interne, on y reviendra un peu plus loin parce que vous allez voir, il y a quelques éléments qui sont un peu perturbants aussi dans la lecture du texte. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, est-ce qu'on pourrait proposer, par exemple, de se dire que sur la FEIE, on acte la dosimétrie, la surveillance de l'exposition externe, totalement. Voilà, de manière, là, pour le coup, c'est le CRP qui va la proposer. Qui va la proposer. Et la surveillance dosimétrique interne, c'est le médecin du travail qui, de toute façon, a évidemment la main sur évidemment, les calculs de doses par rapport à justement tous les logiciels qu'il doit mettre en place en cas d'exposition interne. On va le voir d'ailleurs qu'il y a aussi eu des évolutions avant même le décret de 2024 sur la formation de ces médecins du travail. Exactement. Tiens, alors justement, surveillance dosimétrique individuelle. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Il y a deux cas. Il y a d'une part les évolutions au niveau des situations d'urgence radiologique. Oui, on a été obligé de préciser que justement, dans le cas de la situation d'urgence radiologique, il devait être mis en place une surveillance dosimétrique individuelle. Alors, on ne fait pas forcément aujourd'hui le traitement de la situation d'urgence radiologique, mais je rappelle quand même que ça peut impliquer un certain nombre de personnes qui ne sont pas de prime abord dans l'incident. Ça peut être même des personnes extérieures à la société qui vont intervenir dans ce cadre-là, mais qui doivent bénéficier de cette surveillance individuelle particulière. C'est le cas des intervenants du premier groupe et même des intervenants du deuxième groupe. On en fera peut-être une vidéo prochaine sur cette situation d'urgence radiologique. Absolument, je pense que c'est nécessaire parce que je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'en fait il y avait une confusion qui était faite entre les situations anormales de travail, donc les situations qui nécessitent en fait une autorisation spéciale. Exceptionnelle par exemple. Voilà. Les situations d'urgence radiologique. C'est autre chose. Et la gestion des événements significatifs, qui est encore autre chose. C'est encore autre chose, tout à fait. Et alors j'ai vu ça plusieurs fois dans les procédures de mes clients où en fait il y a un amalgame de tout ça qui est fait. Oui.
Tout simplement parce qu'il y a le terme VLE, valeur limite d'exposition, qui vient là-dedans et qui en fait met un peu le bazar. Qui perturbe en fait la lecture. Tout à fait, c'est ça. Nous avions donc la surveillance dosimétrique pour les situations d'urgence radiologique. Ça c'est le premier point qui a été modifié. Le deuxième point concerne le radon. Alors, il y a personnellement une lecture qui m'a vraiment perturbé, puisque dans l'article 65, on nous parle d'exposition au radon au moyen de détecteurs actifs à lecture différée. Alors, je pratique quand même la radioprotection depuis un certain temps, et les détecteurs actifs à lecture différée, c'est effectivement, ça peut exister, mais ça pose un problème, on va dire, concernant la fourniture de ce type de matériel. Il n'y en a pas des milliers non plus, des matériels qui font ce type de mesures-là, donc ça peut éventuellement avoir une incidence sur le choix du détecteur. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui un peu épineux. Qui fait du bruit. Hein, oui, ça a perturbé notamment pas mal de sociétés qui vendent ce type de matériel-là, par exemple. Voilà. Au niveau de la dosimétrie interne aussi, des choses dont on voulait aborder. Alors la dosimétrie interne, oui, on a eu un autre sujet, mais qui est un petit peu plus loin, qui dépend effectivement du médecin du travail. C'est qu'il a été précisé que quand il y a une évaluation d'exposition interne, le médecin du travail peut en parler évidemment à la personne concernée, bien entendu, mais n'est pas obligé de dire le lieu et le radionucléide impliqué dans l'exposition. Ce qui est quand même assez gênant pour le conseiller en radioprotection, parce que s'il ne peut pas savoir finalement s'il y a plusieurs postes de travail avec des radionucléides différents, admettons, pourquoi pas, d'où vient le problème, comment règle-t-on le problème et comment améliore-t-on la sécurité des personnes? Donc, ça me pose question. Alors, je vais inciter les conseillers radioprotection et les médecins du travail à dialoguer entre eux de manière étroite pour éviter ce genre de problème. Alors, il y a une petite astuce quand même, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est-à-dire qu'il est prévu quand même dans un texte que, si c'est au profit de la prévention, et si c'est pour comprendre en fait ce qui s'est passé, analyser la situation, le médecin du travail peut, sur sa volonté, bien évidemment, communiquer des éléments. Bien sûr. Donc là, je pense que les dialogues doivent être favorisés, si je peux me permettre. On a également donc le cas du traitement des événements significatifs. Donc en fait, nous attendons d'ailleurs depuis 2021 un nouveau guide de la part de l'ASNR concernant la déclaration des événements significatifs en radioprotection. Donc il a un petit peu tardé. On comprend maintenant un peu aussi pourquoi. Les circonstances, effectivement. On peut espérer que dans l'année qui vient, on aura ce guide-là. Ça va un petit peu changer les habitudes, et notamment sur un certain nombre de critères, et en particulier pour ceux qui sont amenés à manipuler des sources non scellées, puisqu'il y aura des critères concernant en particulier la propreté radiologique. Bon, on verra, ça peut-être éclairera un certain nombre de points qui n'étaient pas pris en compte, notamment hors industrie nucléaire. Alors, si on reste sur la thématique des événements significatifs, petit ajout qui quelque part en réalité est quelque chose, c'est un peu du bon sens, ça faisait déjà partie des bonnes pratiques. Ça faisait partie des bonnes pratiques, oui. Par contre, ça a été réglementé, c'est qu'il y a un cas de figure où, en cas d'événement significatif, notamment où il y a une susceptibilité de dépasser une VLE, il faut maintenant informer le médecin du travail. C'est ça, absolument. Donc là, dans le cas, petite précision aussi, au cas où ça vous est échappé, mais on l'a redit, refaire, en cas de dépassement de limite, des valeurs limites d'exposition, les vérifications initiales, donc des sources et des locaux, bien entendu. Exactement. Donc voilà, petite modification possible de procédure à prévoir, à regarder en tout cas, à surveiller. Marc, un petit mot quand même sur les nouvelles missions de la SNR, parce que, en fait, finalement, ce n'est pas qu'un changement de vocable derrière tout ça, il y a des notions qui sont beaucoup plus profondes. Oui, alors qui est en liaison d'ailleurs avec un autre décret, puisque le 1241 de mémoire parle
des activités possibles de l'ASNR. Alors, on va voir donc dans cette section 14, qui a été un petit peu remaniée, qui était donc IRSN initialement, quelles sont finalement les activités. Alors, première activité qui est maintenue au sein de l'ASNR, c'est la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition au rayonnement ionisant, CICERI. Donc, ça reste évidemment de plein pied à l'intérieur des missions de l'ASNR, de vérifier effectivement s'il y a des dépassements de limites possibles, s'il y a effectivement aussi l'agrément des différents organismes, puisqu'ils doivent gérer cette base de données. Pour mémoire, elle a 1,5 million de données à l'intérieur, et la plus vieille, la plus ancienne, date de 1957. Donc c'est une énorme base de données qui permet donc de faire un suivi. À noter d'ailleurs que pour CICERI, on a étendu le suivi et la compilation des résultats, notamment dans le cadre d'études épidémiologiques, sur 100 ans. Donc ça, c'est important pour les chercheurs en particulier de voir les évolutions. Vous avez probablement peut-être entendu parler notamment de l'étude INWORKS sur les travailleurs du nucléaire. Donc c'est pour évidemment compléter cette base de données. Ils vont tenir aussi maintenant 2 autres registres qu'ils ne tenaient pas jusqu'à présent. C'est la liste des, la liste des conseillers en radioprotection. Ah, ça c'est une évolution alors qui me plaît beaucoup, puisque on a toujours eu beaucoup de mal à connaître le nombre de personnes compétentes en radioprotection en France. Là, ça fait partie des obligations maintenant de l'ASNR de tenir à jour une liste des différents conseillers en radioprotection. C'est la même chose d'ailleurs pour les professionnels de santé. Exactement. On aura la liste des médecins et des infirmiers qui ont été formés dans ce domaine-là. Ça, ce sont les évolutions de 2023 qui obligeaient les médecins et le personnel de santé à suivre cette formation. Normalement, cette formation devrait ils devraient avoir suivi cette formation avant le 1er janvier 2026. Donc c'est cette année. Voilà. Et un autre point, c'est que maintenant, en cas de manquement, l'ASNR devra informer les organismes de certification, puisqu'on va parler un tout petit peu plus tard de la certification en matière de radioprotection des entreprises. Ah oui. Et en fait, l'ASNR devra notifier aux organismes de certification tout manquement. Alors ça c'est une avancée notable, parce qu'on a déjà eu des cas, et notamment des faux en écriture. J'en ai quelques exemples dans mon ordinateur, de gens qui en fait travaillent avec de faux certificats. Et on s'était retourné à l'époque vers l'ASN et la Direction Générale du Travail, qui nous avait dit « c'est pas de notre recours ». Ils nous avaient renvoyé sur la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ça tombe bien, j'ai des contacts là-bas, mais malgré tout, aujourd'hui, ça rentre de plein pied dans justement les évolutions réglementaires qui vont permettre, là aussi, de sanctionner un petit peu des gens qui sont hors la loi. On va le dire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de tout ce qui s'applique là au 1er janvier 2025 quelque part? Je pense que ça fait déjà un gros travail. C'est déjà pas mal. Hein, dernier petit point, c'est la section 17 qui a été ajoutée, puisque c'est le commissariat énergie atomique qui a repris la commercialisation des dosimètres à lecture différée. Juste un petit point transitoire, ils ont 2 ans pour mettre au point leur certification COFRAC et leur accréditation. Donc pour 1 an, là c'est prolongé, ou 1 an ou 2 ans, 2 ans de mémoire, et donc ils vont devoir faire le travail par rapport à leurs concurrents que sont Dosilab, Landauer, etc. Voilà. Ok. Eh bien écoute, je pense qu'on est pas mal pour ce qui est applicable au 1er janvier 2025. Ça fait déjà pas mal de travail, hein, donc comme on dit souvent, il faut 5 ans avant que la réglementation soit vraiment digérée, analysée, mise en place. Donc bon, ça vous fait un petit peu quand même de travail aux uns aux autres. Voilà, ça c'était pour 2025. On se retrouve dans une autre vidéo pour les évolutions 2026-2027, parce que vous allez voir, il y a un petit peu de choses à raconter également. Allez. À tout à l'heure. À bientôt. Eh bien, Breaking Rad, première. Merci pour ce clap, Marc.